Bonjour et bienvenue dans ce 4e épisode de cette série en 11 volets sur Semantic Kernel et la façon de créer des assistants et des agents IA en C#. Ce 4e épisode, fonctions sémantiques et prompt engineering. Dans cet épisode, nous allons voir comment encapsuler nos prompts dans des fonctions sémantiques réutilisables, comment les rendre dynamiques avec des variables et découvrir les différentes façons de les structurer. Nous allons entrer dans la partie qui va permettre, avec les fonctions natives étudiées à l'épisode précédent, de créer des choses que vous ne soupçonnez pas encore. Alors, soyez attentifs, tout ce que nous allons voir est essentiel. Vous connaissez déjà les prompts, comme ceux que vous écrivez avec ChatGPT, Gemini ou d'autres IA. Je ne vais donc pas m'étendre sur le concept. Mais à mesure que votre assistant ou agent va prendre de l'ampleur, vous allez vouloir structurer vos prompts, les réutiliser, les paramétrer. Et c'est précisément le rôle des fonctions sémantiques. Elles transforment un simple prompt en une fonction réutilisable comme n'importe quelle méthode C#. Commençons par créer notre fameux prompt paramétré, notre fonction sémantique. Vous voyez que le projet est déjà écrit parce qu'on va pas perdre de temps à me regarder taper. Donc, un répertoire pour les prompts, au même titre qu'on avait un répertoire pour les plugins dans l'exemple de l'épisode précédent, toujours structurer son projet de façon claire et précise. Et puis nous avons ici un certain nombre de fonctions. On va prendre une en exemple qui est celle du résumeur. Alors ici, vous voyez, c'est un mauvais exemple de nommage, parce que résumeur, ça devrait prendre un « et », mais les ASCII sont les seuls caractères autorisés, ce qui oblige à écrire résumeur. En fait, il aurait mieux valu mettre autre chose en anglais. Ce prompt, vous le voyez à l'écran. Donc c'est un prompt. Il écrit « résume le texte suivant en une seule phrase, très courte, moins de 25 mots, en ne conservant que l'idée principale, de point à la ligne », et on voit ici, entre crochets, entre parenthèses, avec le signe $, le mot « input ». Ça, c'est une variable. Donc, ce prompt, qui est écrit donc dans un fichier texte, est un texte comme vous pourriez le taper effectivement avec ChatGPT, mais déjà quelque chose d'un peu différent. Il contient des marqueurs spéciaux pour les variables. Donc, ce fichier est placé dans prompt résumeur.txt. On le voit ici dans l'arborescence de notre gestionnaire de programme, de solutions. Alors ensuite, dans le code, comment ça va se passer? Dans le code, on va passer à l'application elle-même. On a toujours le chargement de la licence, l'initialisation du kernel, comme on l'a déjà vu à chaque fois, on passe là-dessus, le choix du modèle, la clé d'API, le chargement du prompt. Alors ça, pour la fonction de résumé, on a vu tout à l'heure, ou en tout cas, si vous avez suivi il y a un moment l'épisode précédent, comment charger une fonction native, et bien ici, pour charger en fait notre fonction sémantique, on va utiliser une méthode assez simple, il en existe d'autres. Ici, je vais dire que resumePrompt, c'est un file read all text de ce résumeur.txt. Donc pour l'instant, je charge la totalité du texte dans cette variable, et quand on regarde la variable avec IntelliSense, on voit que c'est un string tout simplement. Ensuite, on passe à la création de la fonction sémantique pour le résumé avec le paramètre de génération. Donc là, on va écrire var résumeur est égal à kernel function factory.create from prompt. Donc on appelle la factory du kernel, celle qui permet de créer des fonctions sémantiques, et on appelle sa méthode create from prompt, puisqu'on va créer notre fonction, non pas depuis un fichier, non pas depuis autre chose, mais depuis un prompt qu'on a déjà chargé, un string, donc qui se trouve déjà en mémoire, ce qui a été fait à la ligne précédente. On lui passe le fameux prompt, donc ça pourrait être ici un texte directement, mais il est stocké dans un fichier TXT parce que ça va rendre notre prompt plus indépendant, bien sûr, on va pouvoir le paramétrer, mais le stocker, le versionner dans un Git, etc. C'est bien plus intelligent. Et puis, on a un paramètre d'execution settings, et là, on va dire qu'on va créer, puisqu'on est sur de l'OpenAI, new OpenAI prompt execution settings, et là, on va voir un certain nombre de paramètres qui dépendent du moteur qu'on a en face de soi. Bon, là, c'est OpenAI, donc on va pouvoir changer la température et le top P. Donc la température, vous connaissez peut-être déjà, c'est une valeur entre 0 et 1 qui indique l'audace du modèle, en tout cas la créativité du modèle. À 0, il est absolument terre à terre, à 1, il délire beaucoup.
pour ce qu'on a besoin de faire ici, on veut qu'il soit assez créatif, mais pas trop. Donc une température de 0,7 est tout à fait correcte. Pour essayer même avec une température légèrement inférieure, ça serait un peu moins inventif. Et puis le top T, donc, qui est égal à 0,8, qui est le nucléo sampling, qui est le contrôle de la diversité des réponses générées. Donc si on lui demande plusieurs fois les choses, comment va-t-il faire pour arriver tout simplement à nous générer des choses un peu différentes à chaque fois, au lieu de répéter toujours les mêmes choses. Donc ici, on va continuer, et on va lui donner le texte qu'on veut résumer. Alors là, il est rentré sous forme d'un string directement dans notre programme. Hein. On a tout un texte. Alors le projet Semantic Kernel, qui est développé par Microsoft, est une boîte à outils, etc., etc., etc. Donc un texte assez long, mais enfin pas si long que ça, qui est assez, quand même, hein, relativement long, hein, faut quand même dire la vérité, mais qui est un texte bien écrit, assez concis, donc qui n'est pas un texte facile à résumer. Raison pour laquelle, ici, nous utilisons, dans notre résumeur, nous utilisons un prompt un petit peu plus fin qui dit qu'on veut résumer en une seule phrase, très courte, de moins de 25 mots. Parce que bien évidemment, les modèles LM n'ont pas vraiment une notion de ce qui est court et de ce qui est long. Pour nous, toutes ces notions-là, elles sont liées au fait que nous sommes vivants, que le temps passe. Quelque chose de long, c'est quelque chose qui nous prend du temps, donc du temps de notre vie. Et ce qui est court, c'est qu'il nous en prend moins. Sauf que, pour l'instant, les LLM n'étant pas conscients, je veux dire, ils n'ont absolument aucune notion du temps qui passe. Et donc, long ou court est quelque chose de relativement fumeux comme concept pour ce genre de machine. Il faut donc avoir un prompt suffisamment clair. Puis on va passer à l'exécution de la fonction de résumé. Là, cette fois-ci, on va vraiment résumer ce texte avec notre fonction. Donc là, result du résumé, on await kernel.invokeAsync, résumeur. Résumeur, c'est qui? C'est celui-là, je vous le remontre. C'est celui qui a été créé comme une fonction sémantique. Et on va passer new kernel arguments input égale input. Et l'input, elle est ici, c'est le texte qu'on doit résumer. Et ça va permettre de remplacer en fait la variable input à l'intérieur du prompt. Si elle n'existe pas, on aura une erreur, etc. Donc en plus, ça permet de contrôler. C'est bien meilleur qu'une concaténation de chaînes, comme on pourrait construire à la volée un prompt, pourquoi pas. On voit que les fonctions ici, déjà, proposent un certain nombre de facilités et bien sûr de sécurité. Et maintenant, on va, puisqu'on a fait l'appel, on va récupérer le résumé et on va demander résumé result, get value sous forme de string, ici. Et puis là maintenant, c'est juste la présentation, on met l'écran en vert pour afficher le résultat de l'exécution, et puis on va aller l'imprimer à l'écran. Et puis on va voir ici qu'on a une autre fonction, mais on y reviendra, on va s'arrêter à ce résumeur, et puis on va même mettre ici un console.readline, histoire de pouvoir s'arrêter directement ici, et même ici console.writeline, première fonction exécutée. Comme ça, on ne se mélangera pas les pinceaux. Et on va exécuter ce code. Il compile, il va appeler bien sûr OpenAI, il va exécuter notre prompt, et vous voyez que ce grand texte qu'on voit encore à l'écran, je vais pousser cette fenêtre-là, vous voyez, ce grand texte de l'input, file, etc., eh bien, ce grand texte a été résumé en une phrase relativement courte, de moins de 25 mots, exactement comme notre consigne a été donnée, et il nous dit « Le projet Semantic Kernel de Microsoft facilite l'utilisation des modèles d'intelligence artificielle générative dans le développement .NET ». Là, ici, la première fonction a été exécutée, donc on va arrêter notre programme ici pour l'instant. Le prompt qu'on a créé est maintenant une fonction réutilisable, et vous pouvez lui passer n'importe quel texte en entrée qui sera toujours traité de la même façon prescrite par le prompt, donc de résumer en une phrase, en moins de 25 mots, etc. On notera que le prompt pour résumer est très précis, hein, comme je le disais, parce que GPT n'a pas réellement de notion de ce qu'est un résumé court ou un résumé long. Donc le texte original était déjà assez condensé et bien écrit, donc GPT va chercher à conserver la totalité des informations importantes, et vu qu'elles le sont quasiment toutes, le résultat pourrait ressembler plutôt à une reformulation, éventuellement plus courte, mais pas un vrai résumé tel qu'on l'entendait ici. Donc il vaut mieux lui expliquer ce qu'on va obtenir. Là ici, ce sont les bases du prompt engineering. Quand on travaille avec ce genre de fonctions sémantiques, ça devient bien évidemment essentiel. Si vous écrivez juste « résume ce texte »,
vous serez surpris de ne pas toujours obtenir ce que vous pensez. Il faut donc toujours créer des prompts précis. Quand on code en C#, si le programme ne fait pas ce qu'on veut, on ne critique pas C#, mais le programmeur qui n'a pas su utiliser le langage avec efficacité. Avec les IA, c'est la même chose. Il n'y a pas de magie. Si le résultat n'est pas celui attendu, il y a de fortes chances que la faute en revienne au manque de précision du prompt et non au LLM lui-même. C'est donc là que le prompt engineering que j'évoquais prend tout son sens, et c'est beaucoup moins fumeux que cela ne semble être tel que présenté en général, où on se goberge un peu de mots avec l'intelligence artificielle. C'est malheureusement le lot en ce moment, on le met à toutes les sauces, et même le prompt engineering, ça veut tout dire et rien dire, tout le monde en fait, mais personne ne sait vraiment à quoi ça correspond. Pour passionnant que soit cet aspect, qui sort du cadre de la présentation et de cette initiation à sémantique kernel, je veux dire, gardez bien en tête quand même cet aspect, et passons à la suite. Donc on va avoir quelque chose d'autre, qui est celui du deuxième prompt. Le deuxième prompt, on va le charger ici. Chargement du prompt pour la génération d'emails. Et vous voyez ici que j'ai un mail generator, qui est un fichier texte, qui est aussi rentré dans le répertoire prompt, et lui il dit « Écris un mail poli à client, donc qui est une variable, au sujet du produit qui est une variable, en terminant, on va glisser un peu, en terminant pour rappel, par un rappel de notre nouveau produit qui pourrait lui convenir en utilisant la description suivante, résumé. » Et on terminera par « soit professionnel, clair et concis ». Donc ici, on a 3 variables qui sont utilisées, 2 qui viennent du mail du client qui nous a dit qu'il était intéressé par tel produit, donc on va remplacer ça, le nom du client qui nous a donné son nom, donc on sait à qui il faut adresser le mail, mais nos recherches dans nos bases de données, etc., avec peut-être une autre fonction d'IA, nous a dit que cette personne pouvait être intéressée par un autre produit. Ce produit, on va supposer que c'est sémantique kernel. On a été chercher dans une mémoire sémantique, une mémoire vectorielle, une base de données vectorielle, comme Qdrand par exemple. On a été chercher le texte qui présente ce qu'est sémantique kernel. Nous, on l'a mis en dur dans notre programme à l'heure actuelle. On en a fait un résumé, parce qu'on va pas lui balancer tout le texte dans son mail, et on lui dit « utilise ce résumé pour refaire une réponse correcte ». Donc on relit bien le prompt, écrit un mail poli à la personne machin chose, au sujet du produit trucmuche, en terminant par un rappel de notre nouveau produit qui pourrait lui convenir, en utilisant la description suivante, le résumé qu'on va lui passer, soit professionnel, clair et concis. Donc ici, chargement du deuxième prompt, donc du mail prompt. On utilise là la même technique, un read all text depuis le fichier texte directement. Il y a d'autres méthodes, c'en est une. Et puis, de la même façon, on va créer une fonction, là une vraie fonction sémantique, donc mail function. Toujours pareil, kernel function factory, create from prompt, le mail prompt, donc qui est ce prompt qui est ici, execution setting, new OpenAI prompt execution setting, comme tout à l'heure, avec les mêmes paramètres, une température de 0,7 et un top TP de 0,8. Alors vous pourrez vous amuser en prenant les sources qui sont téléchargeables, à voir dans la description de la vidéo, vous pourrez vous amuser avec des températures supérieures ou des top P différents. On définit les variables. Alors cette fois-ci, comme il y a 3 variables différentes, dont une qu'on a récupérée depuis un autre appel à une autre fonction qui était le résumeur, eh bien il va falloir qu'on puisse lui passer les variables à ce nouveau prompt. Et là, on va donc créer des kernel arguments. Les kernel arguments sont ici, on va les appeler context_var, et on va leur donner les noms qui sont utilisés dans le prompt, sinon ça plantera. Résumé, donc c'est le résumé qu'on a récupéré tout à l'heure. Client, on pourrait l'avoir récupéré dans une base de données ou depuis le mail de la personne, c'est Madame Durand. Et le produit pour lequel elle a manifesté un intérêt, c'était la licence premium du logiciel Delta, imaginons. Et donc dans le résumé, on aura le petit baratin sur le sémantique kernel, et on lui a dit dans le prompt, si vous vous souvenez bien, on va lui confirmer qu'on a bien reçu son mail qui avait un intérêt pour le logiciel Delta, mais on va lui glisser un peu à la sournoise que il y a peut-être un autre produit qui pourrait l'intéresser dans notre catalogue, c'est sémantique kernel, et donc on va lui faire le résumé. Et on a demandé à l'intelligence artificielle, parce que c'est pas sémantique kernel qui va le faire, comme je l'ai déjà expliqué, il va déléguer, et il va déléguer la création du mail final. Et comment ça va se passer? Tout simplement, mail result est égal à toujours la même chose, kernel invoke async, mail function, donc notre fonction de mail qu'on a créée ici, et les context var
qui sont les variables qu'on vient de créer pour ça. Et maintenant, notre mail, c'est quoi? C'est mail result, donc le résultat de l'appel à invoke async, get value sous forme de string. Et maintenant, on va afficher à l'écran. Il est temps d'exécuter le programme, mais juste avant, je vais vous faire voir une petite correction dans le fichier de demande. Pour être sûr que le client est bien le demandeur et que ce n'est pas l'inverse, dans le prompt, j'ai précisé après le nom du client que c'est le client demandeur. Et au sujet du produit, j'ai précisé produit que nous vendons. De telle façon à ce qu'il n'y ait pas de mauvaises interprétations où il peut croire que c'est Madame Durand qui nous vend un produit alors qu'en fait c'est le contraire. Donc là on exécute Madame Durand, alors qu'on avait donné que les abréviations, donc il l'a bien mis en clair. Il a créé un objet, puisque comme on l'a dit que c'est faire un mail, donc on n'a plus qu'à copier ça dans l'objet du mail. Donc demande de nos renouvellements de licence premium pour logiciel Delta. Nous vous remercions pour votre confiance dans notre produit. La licence premium du logiciel Delta. Nous avons bien reçu votre demande de renouvellement et nous mettons tout en œuvre pour traiter celle-ci dans les meilleurs délais. Et maintenant, la petite phrase marketing qui a été ajoutée automatiquement, nous tenons à vous informer que nous avons récemment lancé un nouveau produit qui pourrait également vous intéresser. Il s'agit de Semantic Kernel de Microsoft, une boîte à outils. Il utilise le résumé qu'on lui a passé pour pouvoir écrire ça, une boîte à outils open source pour les développeurs .NET utilisant l'intelligence artificielle générative. Ce produit offre des fonctionnalités avancées qui pourraient répondre à vos besoins en matière de développement logiciel. N'hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez obtenir plus d'informations sur le Semantic Kernel de Microsoft ou si vous avez des questions concernant le renouvellement de votre licence premium pour le logiciel Delta. Nous vous remercions à nouveau pour votre fidélité, restons à votre entière disposition pour toute demande supplémentaire. Cordialement, et puis il a laissé la place pour les informations comme notre nom, notre poste, notre entreprise, etc. Donc ici on est dans une autre dimension, On a bien un système à multivariables, on a un système qui a su utiliser les morceaux qu'on lui avait donnés, et tout cela, à partir de quoi? À partir de ce simple prompt. Alors, on va faire un petit aparté pour les variables dans les prompts. Alors, attention aux variables venant de l'utilisateur. Ici, ce sont des variables qui viennent, on suppose, du programme, donc ça va. Mais celles qui viennent de l'utilisateur, elles peuvent être détournées via des attaques de type prompt injection. Exactement comme cela arrive dans le même cas en SQL avec du SQL injection. Donc, nous verrons à l'épisode 10 les problèmes de sécurité et comment on peut en régler certains, mais gardez ça dans un coin de votre tête, car c'est très important pour la sécurité de vos applications. Donc même si on ne l'a pas fait ici, rappelez-vous que ça existe et qu'il va falloir s'en occuper. Semantic Kernel permet de structurer vos prompts de 3 manières simples et efficaces. La première, c'est le prompt inline. Donc il est dans votre code, on a vu, on a déjà utilisé dans un projet précédent, un prompt, donne-moi les 3 raisons d'utiliser .NET, Semantic Kernel, etc. Et il nous donnait directement la réponse. Ça, c'était un prompt inline, directement écrit dans le texte. Ça peut être utile pour certaines démos rapides, mais je ne vous conseille pas de l'utiliser. Sinon, c'est pas tellement lisible, s'il est long surtout, et c'est pas réutilisable puisque c'est quelque chose qui se balade dans le code. Deuxième stratégie, ce sont les fichiers texte, ce qu'on a utilisé là, avec le résumeur et puis avec le main generator. Donc là, c'est séparé du code. Donc déjà, on est dans les meilleures pratiques, puisque on va séparer nos prompts du code C#. Et puis, c'est facile à éditer, puisque le prompt peut être modifié tout seul, sans même utiliser Visual Studio ni Visual Studio Code, en utilisant un simple traitement de texte, ou même simplement l'outil texte de Windows ou du Mac. C'est moins dynamique, puisque bien sûr, c'est pas une chaîne à l'intérieur du code C#, c'est à côté. C'est très très bien pour les prompts simples, pour les rédactionnels et les choses de ce genre-là. Et puis la troisième façon de faire, c'est d'utiliser des prompt templates. Là, c'est beaucoup plus structuré, c'est un petit peu plus verbeux comme définition, mais à peine, et on le réserve aux applications pro, donc normalement celles que vous allez utiliser. Donc c'est quelque chose à se rappeler, quelle que soit la méthode, si vous avez besoin d'injecter des variables dans le prompt, comme le nom d'un client, un résumé ou un produit, cela se fait simplement via un dictionnaire de variables qui est kernel arguments. Il n'y a pas besoin de syntaxe spéciale ou de concaténation de chaînes qui risquent d'apporter des problèmes, comme le prompt injection par exemple. Donc nous verrons plus loin sur l'épisode 9 l'utilisation des templates de prompt. Même si le prompt engineering ne fait pas partie de cette initiation à Semantic Kernel, je ne peux passer sous silence quelques conseils qui vous aideront beaucoup. D'abord, écrivez des consignes claires. Les consignes, c'est des prompts. Testez vos prompts à la main.
donc dans un playground quelconque, et donnez toujours des exemples de ce que vous voulez faire quand le prompt devient complexe, afin de lever toute ambiguïté. Les LLM aiment bien qu'on leur montre, qu'on leur donne des exemples. Si vous attendez à une mise en forme de tableau ou quelque chose comme ça, donnez un exemple de ce que vous attendez. Hein, c'est important ça. Alors certains vous diront que le fameux métier de prompt engineer va lui aussi disparaître avec le temps, car si les premiers LLM avaient tendance à halluciner facilement et nécessitaient des prompts ciselés par des personnes hautement qualifiées, les nouveaux LLM s'améliorent et s'accommodent plus facilement de prompts de qualité moindre. Donc tout ça, c'est pas très intéressant. En fait, non, ne vous prenez pas les pieds dans le tapis. Il ne faut pas prendre ça pour argent comptant. Cela ne veut pas dire du tout qu'il n'est plus nécessaire de bien concevoir ces prompts. Pour l'instant, il existera toujours une différence dans la qualité des résultats et dans le coût d'exploitation, surtout, entre des prompts amateurs et des prompts où la sémantique du prompt et du contexte métier ont été pris en compte de façon fine. On en arrive à la conclusion de cet épisode. Vous savez maintenant encapsuler vos prompts dans des fonctions sémantiques réutilisables. On avait vu les fonctions natives à l'épisode précédent. Et dans le prochain épisode, nous verrons comment organiser ces fonctions dans des plugins, qui est un concept central dont on a déjà touché un ou deux mots, et que nous avons survolé jusqu'à maintenant, mais qu'il est bon de regarder de plus près. À bientôt pour l'épisode 5.